Bonjour, vous trouverez dans cette vidéo le cours de restructuration de la première partie de la construction 3. Nous aborderons donc plusieurs parties. Dans la première, nous évoquerons les différentes opérations de topographie rencontrées en construction 3 et potentiellement ensuite en construction 6 avec leur matériel associé. Nous parlerons ensuite du nivellement direct et indirect en altimétrie. On enchaînera avec la planimétrie, les notions de gisement, d'azimut et de repère local et de repère global, pour finir avec le passage de polaire à rectangulaire et de rectangulaire à polaire en planimétrie. Les différentes opérations de topographie que nous retrouverons en cons 3 et ensuite en construction 6 peuvent être séparées en deux grandes parties. On va parler de levée et d'implantation. Le levé, c'est bien sûr quand on a une construction existante et qu'on vient en prendre ou une parcelle, où on vient en prendre les dimensions ou la position. L'implantation consiste à représenter sur le terrain la position d'une construction future. Ce levé et implantation, on va retrouver dedans deux parties principales, l'altimétrie et la planimétrie. L'altimétrie qui traite évidemment des altitudes, la planimétrie des coordonnées x, y, vous l'avez en plan. Et les deux principales méthodes qu'on retrouvera aussi bien en levée qu'en implantation, en altimétrie comme en planimétrie, seront le rayonnement et le cheminement. Nous les évoquerons un peu plus loin dans cette présentation. Pour ce qui est du matériel, nous nous concentrerons sur trois principaux matériels. On parlera du ruban, bien sûr, du niveau optique, avec tout ce qui est associé, évidemment, la mire et le crapaud par exemple, et puis le tachéomètre, lui aussi, avec son prisme réflecteur. Alors on va commencer ici par l'altimétrie, et plus particulièrement par le levé, qui concerne la première partie de la construction 3. Dans ce levé, donc on va faire donc du levé par nivellement, donc le nivellement, le relevé des altitudes. Et on a deux grandes parties dans ce nivellement. On a le nivellement direct et le nivellement indirect. Pour le nivellement direct, on retrouvera deux parties, le nivellement direct par cheminement et le nivellement direct par rayonnement. Et pour ce qui est du nivellement indirect, on retrouvera le nivellement indirect là aussi par cheminement et par rayonnement. Ce que vous voyez en rouge sur cette vidéo, sur ce diaporama, ça concerne les parties que nous avons traitées dans cette première partie de la construction 3. Donc le nivellement direct cheminé-rayonné, le nivellement indirect rayonné. À ces différentes méthodes, on peut associer des matériels. Le nivellement direct, qu'il soit rayonné ou cheminé, se fait au niveau optique, avec bien sûr une mire. Et le nivellement indirect, qu'il soit cheminé ou rayonné, se fait lui avec un tachéomètre ou un théodolite. Le tachéomètre, comme chacun sait, c'est juste un théodolite sur lequel on a un distancemètre laser. Voilà, donc c'est le même matériel, tachéomètre et théodolite. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le nivellement direct, ça consiste à lire directement les altitudes sur la mire avec le niveau. C'est pour ça qu'on appelle ça le nivellement direct. Alors que dans le nivellement indirect, on a avec le tachéomètre un angle vertical, et c'est à partir des calculs faits sur cet angle vertical qu'on va récupérer des dénivelés puis des altitudes. Donc on retrouvera dans cette vidéo un certain nombre de questions qui permettent de vérifier si vous êtes au point sur les différentes notions. La première, elle concerne donc le nivellement. Donc un levé par nivellement direct par rayonnement se fait avec un niveau optique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, conformément à ce que je viens de dire juste avant, c'est effectivement la réponse A, c'est vrai. Le nivellement direct se fait automatiquement avec un niveau optique, et bien sûr avec du matériel associé qui sont la mire et potentiellement un crapaud quand on en a besoin. Pour continuer, est-ce qu'un levé planimétrique par rayonnement se fait avec un théodolite et un ruban, un tachéomètre ou un niveau optique? Alors d'emblée, on peut exclure le niveau optique. Le niveau optique, il ne permet pas de faire de planimétrie, il ne permet de faire que de l'altimétrie. Il nous reste donc le théodolite et le ruban ou le tachéomètre. Alors avec un ruban, on peut parfaitement faire de la planimétrie
On ne parlera pas forcément d'un levé planimétrique par rayonnement, mais de proche en proche, avec de la trilatération, on va réussir à faire un levé. Mais on n'appellera pas ça un levé planimétrique par rayonnement. Il nous reste donc le tachéomètre et le théodolite et le ruban. Le tachéomètre et le théodolite, je l'expliquais tout à l'heure, c'est deux appareils qui sont identiques, qui font la même chose. La seule différence, c'est que le tachéomètre permet de relever directement des distances, avec le distancemètre laser qui lui est intégré. Du coup, c'est pour ça qu'un théodolite est toujours associé avec un ruban qui permet de mesurer les distances. Donc le A et le C sont deux réponses qui conviennent. Une implantation par trilatération se fait avec un ruban, vrai ou faux? Alors la trilatération, ça consiste à positionner un point par rapport à deux autres points, par rapport à trois autres points, bilatération, trilatération, au moyen simplement comme avec un compas en fait sur une feuille. Donc ça consiste à mesurer les distances et puis à les reporter avec des arcs de cercle. Et au croisement des différents arcs de cercle, on peut positionner les points. 3 points trilatération, donc il faut 2 points pour positionner 3 points pour en positionner un quatrième. Bilatération avec 2 points, donc 2 distances, qui permettent de positionner 2 points, un de chaque côté, et puis on élimine celui qui est évidemment faux parce que du mauvais côté par rapport à notre parcelle. Donc tout à fait, une implantation par trilatération se fait bien avec un ruban. Question suivante. Est-ce qu'un levé altimétrique par rayonnement indirect se fait avec un niveau laser, un ruban, un tachéomètre ou un niveau optique? Alors, on est en altimétrie. Donc tous les matériels qui sont présentés ici, excepté le ruban, conviennent pour faire de l'altimétrie. Donc le niveau laser permet de faire de l'altimétrie, le tachéomètre aussi, et le niveau optique également. Ensuite, il faut regarder le deuxième terme. Le deuxième terme, c'est le nivellement indirect. Et dans ce cas-là, le niveau optique ne convient pas, puisque le niveau optique permet, comme on l'a dit, de faire du nivellement direct. Donc il nous reste le tachéomètre, le niveau laser, donc on ne l'a pas a priori utilisé pendant cette première partie, mais lui aussi il fonctionne comme un niveau optique. Il permet de créer un plan horizontal, donc on est bien en nivellement direct quand on utilise un niveau laser. Alors on doit être capable aussi, à partir d'un carnet de terrain, de le lire et de comprendre dans ce cas-là quel type de méthode a été employée pour le réaliser. Ici on se trouve devant un carnet de terrain que vous avez pu remplir en cours de TP. Dans ce cas présent, si vous regardez ce carnet, est-ce que vous êtes capable de dire quelle a été la méthode employée? On vous propose ici plusieurs méthodes. Le cheminement par nivellement direct fermé, par le cheminement polygonal encadré, le nivellement indirect par rayonnement ou le cheminement par nivellement direct encadré. Alors ici, on voit qu'au vu du déroulement des points, qu'on a des lectures arrière et des lectures avant sur les différents points. On a une attitude de départ et une attitude d'arrivée. Et on se retrouve ici donc sur du nivellement direct. Ce nivellement direct, il est cheminé, puisqu'on a plusieurs points. Donc c'est définitivement pas le cheminement polygonal ni le nivellement indirect. Il nous reste les réponses A et D. Et est-ce qu'on est sur du nivellement direct fermé ou du nivellement direct encadré? On voit qu'on part d'un point 1001 pour aller à un point 1002, donc c'est pas les mêmes points. Et si on contrôle, on se rend bien compte que l'altitude de départ est bien différente de l'altitude d'arrivée, même si les deux sont connus. Donc on est bien sur du nivellement direct encadré. Ici, on a un croquis de terrain. Là aussi, au vu d'un croquis de terrain, on doit être capable de comprendre ce qui s'est passé sur le terrain. Ici, quand on regarde ce croquis, quelle est la méthode qui a été employée? Est-ce qu'on on est allé réaliser un cheminement par nivellement direct fermé, un levé planimétrique par rayonnement, un nivellement indirect par rayonnement ou un nivellement direct mixte? Alors, on se rend bien compte que ici, on n'est pas dans quelque chose de cheminé. On est sur une seule station, le point S, et puis on a relevé un certain nombre de points tout autour de nous. Donc on est bien dans la définition de ce que c'est qu'un rayonnement. Est-ce qu'on est en train de faire du nivellement ou de la planimétrie, de l'altimétrie ou de la planimétrie? Si on regarde, on voit qu'on a mesuré des angles alpha ici, donc c'est des angles horizontaux.
avec des angles horizontaux, on est bien sur de la planimétrie, et donc on est bien sur un levé planimétrique par rayonnement. Si on se rappelle, hein, juste pour préciser, un nivellement indirect par rayonnement, ça aurait été la même chose, mais sauf qu'on aurait mesuré des angles verticaux et des distances. Et un nivellement direct mixte, c'est un nivellement où on fait à la fois une partie cheminée et une partie rayonnée. Donc évidemment, c'est ni deux méthodes mélangées, donc rayonnement et cheminement, ni du nivellement. Donc c'est évidemment pas cette solution-là. Ici, quand on regarde ce croquis, quelle méthode a été employée? Est-ce qu'on est sur un cheminement par nivellement direct fermé, par nivellement direct indirect fermé, par nivellement direct en antenne ou par nivellement direct encadré? Alors, on est évidemment bien sur du nivellement, hein. Quand on regarde, on a le schéma avec les positions des différentes mires. Donc, si on a des mires, c'est qu'on n'est pas en train de faire du nivellement indirect, puisque le nivellement indirect fonctionne avec un tachéomètre et un prisme réflecteur. Ici, on a donc du nivellement direct avec un niveau optique et puis une mire. Donc, on exclut la réponse B. Il nous reste trois différents nivellements directs, fermés, en antenne et encadrés. La différence entre tous ces nivellements, hein, on voit bien qu'on part d'un repère 1000, on fait tout un cheminement et on revient à ce même repère 1000. Donc on est bien sur un nivellement direct fermé. Un nivellement direct en antenne, on part d'un repère connu et on ne revient sur aucun repère connu. C'est évidemment moins précis. Un nivellement direct encadré ou fermé, alors on peut répondre en termes de précision entre les deux, que c'est rigoureusement la même chose, hein. Le nivellement direct fermé, c'est juste un cas particulier du nivellement direct encadré, où au lieu de revenir sur un point quelconque, connu en altitude, on revient sur le même point que celui par lequel on est parti. Donc ici, on est bien sur un cheminement par nivellement direct fermé. Alors dans ce carnet de terrain, encore une fois différent, hein, est-ce qu'on se retrouve ici avec comme méthode hein, un cheminement par nivellement direct fermé, un cheminement polygonal encadré, un nivellement indirect par rayonnement ou un cheminement par nivellement direct encadré? Alors, on a eu une seule station, la station S, on a un HI qui fait référence normalement à la hauteur de l'instrument dans le cas d'un nivellement indirect par rayonnement. Donc on voit ici qu'on est clairement sur du nivellement indirect, hein. Euh, il est certainement ici par rayonnement vu qu'on a une seule station et plusieurs points. Donc on est bien sur un nivellement indirect par rayonnement. Sur un cheminement par nivellement direct, fermé ou encadré, on serait avec un niveau optique, et on aurait plusieurs stations. Et un cheminement polygonal encadré, là on est effectivement avec un tachéomètre, hein, mais on a plusieurs stations. Donc là aussi, c'est pas cette solution-là. Donc c'est bien la réponse C qui est la bonne réponse. Dans ce nouveau carnet de terrain, cette fois-ci, on va devoir remplir les cases manquantes. Alors, dans le cas présent, on est sur donc du nivellement direct, hein. On voit, d'après les deux points de départ et d'arrivée, qu'on est bien sur du nivellement direct fermé. Les deux altitudes de départ et d'arrivée sont les mêmes. La dénivelé théorique est bien de 0. Dans cette première dénivelée entre la station 1000 et la station 1, quelle est la valeur de la dénivelée? Alors ici, entre le A, B, C ou D, si on fait le calcul, hein, la dénivelée se calcule en faisant la lecture arrière moins la lecture avant, donc 2 452 mètres moins 3 240 mètres, on est bien sur moins 0 788 mètres de dénivelé. Donc on continue le dépouillement de notre carnet de nivellement.
On a calculé les dénivelés, il faut maintenant s'occuper de la compensation. On s'occupe ici d'une compensation qui ne sera pas au prorata du nombre de stations, mais plutôt au prorata des distances. L'idée étant que plus on mesure loin, plus on fait d'erreurs, et que du coup, il vaut mieux mettre plus de compensation sur les endroits où on a mesuré loin. Entre le point 1000 et 1, on a en fait une station qui est entre les deux, et on a fait une lecture sur 1000 et une lecture sur 1 avec des distances différentes. L'idée, ça va être de calculer la distance que ça fait en termes de mesure entre 1000 et 1. Alors ici, on a donc les quatre valeurs, hein, 44,4, 4,44, etc., etc. Quand on fait le calcul, euh, on se retrouve avec une valeur de 84,6 mètres. Alors ce 84,6 mètres, comment on fait? Ben, en fait, on va faire S' moins S multiplié par 100 et on obtient directement la valeur de la distance entre la station, donc le niveau optique, hein, et le point 1000 qui a été visé. Il faut rajouter à ça la lecture qu'on va faire sur de la station vers 1, et pour ça on fait la même chose, donc le 3,441 moins 3,089, 3,039, excusez-moi, multiplié par 100. Donc la somme de ces deux distances-là nous fait bien 84,6 mètres. Alors donc, quelle va être, maintenant qu'on a toutes ces distances, la valeur de la compensation la première dénivelée? Est-ce que ça va être 3,5 cm, moins 3,5 mm, 4 mm ou moins 4 mm? Alors pour ça, on va prendre l'écart de fermeture complet, donc moins 0,021 mètres, donc 21 mm. Donc ce moins 0,021 mètres, on va le diviser par les 440 mètres, 447 mètres, qui est la somme totale de la distance des différentes visées. Et puis donc ça va nous donner une compensation à faire par mètre, qu'on va multiplier par le nombre de mètres de notre station à nous, donc 84,6 mètres. Attention, on a un écart de fermeture qui est de moins 0,021 mètres, ça veut dire que on n'est pas arrivé assez haut, donc il faut en rajouter. Il nous en manque en hauteur, on en rajoute, donc le signe de la compensation va bien être un signe positif. Donc on est bien à, si on fait le calcul, à plus 0,004, donc 4 mm de compensation pour la première station. Alors enfin, on va calculer l'altitude de notre point 1. Pour cela, on a le choix entre quatre valeurs, hein, et 35 698, 33 248, 33 244 et 33 240. Quelle est la valeur de l'altitude de 1? Donc la valeur de l'altitude, hein, on va la voir toujours de proche en proche. Donc on part de l'altitude du point précédent, donc le point 1000, hein, 34 032, à laquelle on va rajouter la dénivelée qui a été calculée, donc le moins 0,788, plus évidemment la compensation. Ici, c'est une compensation positive de plus 0,004. On fait notre calcul et on tombe sur les 33,248 mètres d'altitude. On va attaquer maintenant la partie concernant le nivellement indirect.
Pour ça, la page essentielle du carnet de cons 3, cons 6, hein, c'est la page qui est ici. Elle récapitule toutes les formules importantes à connaître. Alors, ce qu'il faut noter, c'est le schéma que vous avez ici. Donc, on voit bien que l'angle mesuré, c'est un angle vertical. On travaille avec un tachéomètre, ou un théodolite, mais ici, en l'occurrence, un tachéomètre. On mesure un angle vertical qui part du zénith, on parle aussi d'un angle zénital, et qui vise le point, le centre du réflecteur, puisqu'on a une canne avec un prisme, et qu'on obtiendra la distance horizontale en la lisant à partir du distancemètre laser qui nous donnera la distance DH ici. Pour retrouver la dénivelée du point B, sachant qu'on connaît la dénivelée du point A, on la retrouve à partir de la dénivelée de A, à laquelle on rajoute le HI qui est la hauteur de notre instrument. Ensuite, on monte de delta Z'. Delta Z', en fait, c'est la différence d'altitude qu'il y a entre l'axe des tourillons, donc l'axe autour duquel tourne notre tachéomètre, et le centre du prisme réflecteur. Cette hauteur-là, donc c'est la hauteur delta Z', elle vaut dH fois tangente 100 moins V, c'est le petit i hein, qu'on lit sur le schéma, 100 moins V. Donc ça c'est delta Z', et là on arrive au centre du réflecteur, il faut bien redescendre de HR, donc c'est moins HR. Il est à noter que la formule est la même, qu'on soit avec un angle V qui soit compris entre 0 et 100 gonds, ou un angle V qui soit supérieur à 100 gonds. La démonstration est assez simple, elle est expliquée dans le carnet. Alors on va attaquer maintenant les opérations de topographie liées à la planimétrie. On va en distinguer deux grandes familles, hein, les levées et les implantations. Euh, Nous, on a fait pour le moment en construction 3, au moment où on fait ce cours de restructuration, uniquement du levé hein, planimétrique. On a plusieurs méthodes qui existent, les différents cheminements, la bilatération et la trilatération, et le rayonnement. Et pour l'implantation, on a le même type de méthode. Les cheminements planimétriques, on appellera ça des cheminements polygonales parce qu'en fait, on va faire des chemins avec plein de triangles en fait, hein, et du coup, cette ensemble de triangles nous fait des polygones, c'est pour ça qu'on appelle ça des polygonales. On les traitera plutôt en construction 6 et pas en construction 3. Nous, on a fait sur le terrain un levé par rayonnement. Ceux qui ont fait deux stations sont dans un cas particulier qu'on pourrait appeler une polygonale en antenne, avec juste deux stations où ça se rapproche vraiment d'un rayonnement tout simple. Les matériels associés, euh, on les retrouvera juste après. Alors les voilà. On va avoir donc le lever par cheminement ou par rayonnement en planimétrie qui va se faire avec un tachéomètre. La bilatération, trilatération se fait avec un ruban, hein. En fait, on vient juste créer des triangles et puis ben, dans un triangle avec alkachi, les sinus, tout ce qu'on veut, on va retrouver tangente, cosinus, etc. On va retrouver l'ensemble des coordonnées, des angles, et donc on va faire notre levé planimétrique. Et on va retrouver le rayonnement qu'on a fait en cons 3, la polygonale on la verra en cons 6, et l'implantation on la verra un peu plus tard en construction 3. Alors on va vérifier qu'il y a un certain nombre de notions de base de la planimétrie qui sont maîtrisées. Pour ça, on va se baser aussi sur un certain nombre de petites questions hein, pour vérifier tout ça. La première, ici, on a un schéma d'un levé qui a été fait. Sur ce schéma-là, la mise en station se fait sur quel point? Sur l'angle nommé 2, sur l'angle nommé 1 au point A ou sur l'angle nommé 3. Alors bien évidemment ici on est sur une station qui se fait au point A, ici. Euh, c'est le point à partir duquel on commence à mesurer les angles. En fait à chaque fois on va venir repositionner les axes du repère sur la zone ou sur le point sur lequel on est en station. C'est la base de la planimétrie. Alors maintenant, sur ce même schéma, question suivante, où est l'azimut de B? Est-ce qu'il est sur l'angle nommé 2, sur l'angle nommé 1, au point A ou sur l'angle nommé 3?
Alors, il est bien ici sur l'angle nommé 2, hein, l'azimut, c'est l'angle qu'on obtient, qu'on lit hein, en fait sur le tachéomètre. Donc il part du zéro du limbe, le limbe c'est le cercle horizontal du tachéomètre. Donc il part du zéro de ce limbe et il va jusqu'au point qu'on est en train de viser. Donc l'azimut de B ici c'est bien l'angle 2 qui part du zéro vers le point B. Alors maintenant le gisement. Est-ce que sur cette figure, le gisement de A vers B est l'angle nommé 2, l'angle nommé 1, le point A ou l'angle nommé 3? Alors bien évidemment, on n'est pas sur le point A, l'angle nommé 2, on l'a éliminé tout à l'heure. Le gisement, qu'est-ce que c'est? Un gisement, c'est l'angle formé en un point donné, donc là, en l'occurrence c'est le point A, c'est pour ça qu'on parle du gisement de A vers B. Donc l'angle formé au point A, en l'occurrence, donc en un point donné, par les directions du nord et la direction du point visé. Donc c'est pour ça qu'on vient redessiner sur le point A l'axe du nord, l'axe Y, et on regarde l'angle entre cet axe du nord, l'axe Y, ici le nord Lambert, parce que c'est un gisement global, vers le point, la direction AB, et donc c'est bien l'angle nommé 1. Toujours sur le même schéma, le gisement G0 de la station en A, est-ce que c'est l'angle 2, l'angle 1, le point A ou l'angle nommé 3? Alors ça devient assez simple, hein. Ici par élimination, c'est évidemment pas l'angle 2, puisque l'angle 2 on a dit que c'était l'azimut. Ce n'est pas non plus l'angle 1, puisque l'angle 1 c'est le gisement de A vers B. Donc le G0 de notre station, c'est bien l'angle 3 qui va de la direction du nord vers la direction du zéro du limbe, hein. C'est bien la définition même de ce que c'est qu'un G0, c'est le gisement en fait du zéro du limbe. Donc ici, l'angle 3. Alors si on applique maintenant tout ça à un cas un peu plus concret, on est ici sur un lever planimétrique par rayonnement, on a le carnet de terrain, et on décide d'avoir un repère qui soit aligné avec la rue. L'objectif ici, hein, ça va être, une fois qu'on a placé notre repère aligné avec la rue, alors on met notre nord local, on est en minuscule, donc ça veut dire bien que c'est un repère local. Notre nord local ici vers le haut, et puis l'axe des X, qui est aussi l'axe est local, hein, donc aligné avec la rue. On va chercher donc les différentes coordonnées rectangulaires des points de notre levée dans notre repère local. Il s'agit donc bien ici du passage de coordonnées polaires, donc polaire c'est un angle, une distance, à des coordonnées rectangulaires, donc à un x, y dans un repère orthonormé. Pour ça, il va falloir un certain nombre d'informations. Il va falloir les coordonnées de notre station, le point S, puisqu'on a tout fait tout notre levé, non pas du point A qui est le centre de notre repère, mais depuis un point S qui est au milieu. Il va nous falloir un certain nombre de gisements et évidemment le gisement du zéro du limbe de notre station. Alors, on retrouve donc ici la formule que vous avez dans votre fascicule, hein. Le gisement de S vers le point A, puisqu'on est bien en station en S, hein, c'est le G0 de la station S plus l'azimut vers A. On a un autre élément qui va être intéressant, c'est que le gisement de S vers A et le gisement de A vers S, ils sont égaux à 200 gonds près, hein. C'est le principe des angles alternes-internes. Un simple schéma, hein, vous reportez la direction de AS, hein, et puis le nord, hein, au point A et au point S, on retrouve bien les deux gisements, et qui sont égaux à 200 gonds près.
Alors sur ce schéma, où serait situé le gisement de S vers le 0 du limbe, donc le gis 0 de notre station? Alors si on le positionne, hein, il va falloir commencer par positionner le nord au point S, puisque c'est l'angle formé par la direction du nord vers la direction du 0 du limbe, au point de notre station. Donc on va positionner notre nord au point S, et puis indiquer ensuite le gisement qui va tourner toujours dans le sens horaire, qui est le sens positif. Alors voilà, on trouve bien notre gisement du 0 du limbe, hein. La direction du nord, on tourne jusqu'à arriver au G0. Il est à noter, hein, qu'on tourne toujours dans le sens positif, on indique toujours une flèche pour indiquer le point d'arrivée, toujours dans le sens positif. Les angles sont toujours. On n'indiquera pas d'angle négatif ici. On pourrait l'écrire, le dessiner dans l'autre sens, l'angle, mais les géomètres topographes ont tendance à toujours travailler avec des angles positifs, donc entre 0 et 400 gonds. Voilà. Et si on doit maintenant tracer le gisement de S vers A, on suit exactement la même procédure. Donc on indique bien la direction du nord au point S, on tourne dans le sens positif, donc de la direction du nord au point S jusqu'à la direction de A, donc la direction SA, et on obtient bien l'angle qui est le gisement de S vers A. Si on reprend ce qu'on avait expliqué auparavant, hein, nous sur le terrain, on a mesuré l'azimut. L'azimut, c'est bien l'angle qui part du 0 du limbe jusqu'à la direction de A. Ben, notre gisement de S vers A, c'est bien le gisement du 0 du limbe. Donc je pars du nord, je vais jusqu'à la direction du 0 du limbe, c'est le G0, auquel j'ajoute l'azimut alpha 1 qui part du 0 du limbe pour aller à la direction A, et on se rend compte quand on a fait ça, donc quand on additionne le vert plus le bleu, qu'on arrive bien à l'angle rouge. Alors on arrive à l'angle rouge, mais avec un tour de trou. Et quand on travaille avec des angles, en fait, on est habitué à travailler modulo 400 gonds, ici. Donc on est toujours à un tour, deux tours, trois tours près. En fait, le nombre de tours qu'on fait en plus a aucune importance, puisque quand on va prendre le cosinus ou le sinus ou la tangente de notre angle, bah, qu'on ait fait un angle alpha ou 400 plus alpha, quand on tape sur la calculette, on se rend bien compte qu'on obtient la même valeur. Le cosinus et le sinus ne tiennent pas compte du nombre de tours qu'on a fait avant d'arriver à la direction donnée. Alors on peut travailler maintenant sur un exemple, hein. Là on est dans un cas où on décide de faire un lever d'une grange, hein, sur un terrain. C'est un sujet de projet tutoré d'il y a plusieurs années, hein. Le carnet de terrain est celui qui est indiqué sur le diaporama. Et l'idée est de créer un repère local pour dessiner le plan masse. Le repère local a pour origine le point 500, et le nord local, c'est l'axe 500-501.
Si on analyse notre carnet de terrain, on se rend bien compte hein, que le nord local ici et notre zéro du limbe sont confondus, puisqu'on était en station au point 500, c'est ce qui est indiqué sur notre nord local, sur notre carnet de terrain, pardon. Et quand on vise 501, l'azimut est égal à 0, ce qui veut bien dire que le zéro du limbe est bien situé vers 501. Et ensuite, on a relevé tout un tas de points, les points 1, 3 et 20. Alors maintenant, même principe, hein, si je dois calculer le gisement de 500 vers 1, combien vaut-il? Est-ce qu'il vaut 9,397 gonds, 25,814 gonds, 58,851 gonds ou 100,025 gonds? Alors ici, on a un peu de calcul à faire, hein. Déjà, la première chose, on va essayer de repérer les informations qu'on a. On a bien le gisement, enfin l'azimut qui est relevé, qui est l'azimut alpha 1, qui est directement indiqué sur le schéma ici. C'est celui qui est dessiné, donc il part du zéro du limbe et il va vers le point 1. On rappelle ce que c'est qu'un gisement. Un gisement, c'est l'angle formé par la direction du nord au point où on cherche à établir le gisement, vers la direction visée. Donc ici, si on veut le gisement de 500 vers 1, on fait partir le nord du point 500, et puis on retrace la direction entre 500 et 1, et on regarde l'angle qui est entre les deux. On se rend compte de quoi ici? On se rend compte que on est tombé directement avec un azimut qui est égal au gisement. Alors, ça vient d'où? Ça vient que dans notre cas présent, le gisement du zéro du limbe, il vaut 0, puisque notre repère et notre zéro du limbe, la direction du zéro du limbe sont confondus. Donc on a bien ici un gisement de 500 vers 1 qui vaut 9,397 gonds. Donc dans ce cas présent, hein, on est bien avec un G0 qui vaut 0. On va maintenant pouvoir assez facilement passer des azimuts au gisement et l'idée ça va être de calculer les coordonnées des différents points de notre grange pour tracer notre plan masse. Alors la coordonnée x du point 3, est-ce qu'elle vaut 24,078 mètres, 25,814 mètres ou 18,167 mètres? Alors pour ça, il faut bien évidemment utiliser le carnet de terrain que vous avez juste en bas. Donc on a l'azimut alpha 3 qui est aussi le gisement de 500 vers 3. Et cet azimut alpha 3 il vaut 58,851 gonds. On a également la distance entre le point 500 et le point 3 qui vaut 30,163 mètres. Il ne reste donc plus qu'à appliquer les formules qu'on trouve dans le carnet de terrain, dans le fascicule, pardon, qui disent notamment que la coordonnée delta x, elle vaut d fois le sinus de notre gisement, et que pour trouver le x de notre point, il faut faire x station plus delta x. Donc ici, x station, on est au point 500 en station, donc x station vaut 0. Donc x3, ça va valoir 30,163 fois sinus du gisement, donc 58,851. Alors la clé hein, de tous ces calculs de passage de coordonnées polaires à rectangulaires, elle se trouve évidemment dans le fascicule. C'est ce type de schéma que vous allez trouver. Vous avez le droit bien sûr de mettre là, pour le coup un marque-page à cet endroit-là. Et on va retrouver donc tout un tas de formules, de cas, suivant le cadran dans lequel est notre point. Donc si le gisement est compris entre 0 et 100 dans le premier cadran, entre 100 et 200 dans le deuxième, ou dans le troisième ou dans le quatrième. Mais en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que quel que soit le cadran, la formule qu'on va appliquer va être exactement la même. Donc à chaque fois, on va avoir x de mon point A qui est égal à x station plus delta x, y de mon point A, y station plus delta y, et delta x et delta y sont respectivement égales à dh sinus du gisement, dh cosinus du gisement,
Et en fait, bah, les différences de signes entre mes x et mes y hein, vont être générées en fait par les différences de signes des sinus et des cosinus, suivant que mon angle est compris entre 0 et 100 gonds, 100 et 200, 200 et 300, 300 et 400. Alors on retrouve ça ici, donc entre la différence entre le premier cadran et le deuxième cadran. Hein. Dans le premier cadran, on est compris entre 0 et 100 gonds. C'est le cas le plus simple, hein, où évidemment on retrouve tout de suite le sinus et le cosinus avec delta x et delta y. Sur le deuxième cadran, on voit bien que notre delta y est négatif. Notre gisement, il part du nord jusqu'à la direction du A, mais notre delta y, c'est toujours dh cosinus du gisement. Et quand je fais dh cosinus du gisement, je vais bien tomber sur une valeur qui va être négative, qui va correspondre à ce delta y négatif. Donc on continue avec l'établissement de notre plan masse dans notre exemple. Donc on se rend bien compte que depuis le point 500, on n'avait pas la possibilité de lever l'ensemble de Lagrange. Le point 2, il est placé derrière notre bâtiment, il va falloir qu'on change de station pour aller le lever. Pour ça, donc, on se déplace au point 501 et on va lever le point 2. Donc c'est la deuxième station, on a le carnet de terrain juste en bas. Ce qu'il faut noter, c'est que pour pouvoir tracer correctement notre repère, il faut évidemment notre plan masse, il faut évidemment pas qu'on change de repère entre nos deux stations. On est sur le même plan, donc on va garder le même repère. Dans cette nouvelle station, il va falloir d'abord qu'on dessine le G0 de notre nouvelle station. On constate déjà, on positionne la station, on indique toujours, on l'a dit, le même repère. Le centre du repère, c'est toujours le point 500. Et puis l'axe Y, l'axe du nord local, c'est toujours de 500 vers 501. Mais cette fois-ci, si on regarde notre carnet de terrain, on se rend bien compte que quand on s'est positionné en 501 dans notre deuxième station, cette fois-ci, on a visé le point 500 pour faire le zéro du limbe. On le retrouve sur le carnet de terrain. On a donc un zéro du limbe, cette fois-ci, qui est aligné avec, effectivement avec le nord local, mais de direction opposée. Si je dois maintenant dessiner le zéro du limbe, si j'applique ce qu'on a appris un peu plus haut, bah, on se rend bien compte que c'est l'angle formé au point où on est en station par la direction du nord vers la direction du zéro du limbe. On a donc ici bien un angle qui fait cette fois-ci les 200 gonds hein, entre le nord local et le zéro du limbe. Alors une fois qu'on est là, il continue d'exploiter notre carnet de terrain, on va chercher donc maintenant à positionner l'azimut de 2. Cet azimut de 2, on rappelle un azimut, hein, c'est l'angle qu'on lit sur le tachéomètre. Il part donc bien cet azimut du zéro du limbe.
Si on le trace, donc on part de la direction du 0 du limbe et on tourne dans le sens positif jusqu'à la direction de 2. On vérifie bien qu'on a un angle qui est là dans le quatrième cadran, hein. On vérifie, on a bien un angle de 310 gonds. C'est logique, notre 0 du limbe et notre azimut pardon, est de 2 est correctement placé. On n'a pas fait d'erreur quand on a fait entre notre carnet de terrain et notre croquis d'environnement. Alors maintenant, une fois qu'on a les azimuts, il va falloir qu'on calcule les gisements pour connaître les coordonnées. Première étape, quel est donc le gisement de 501 vers 2, qui nous permettra ensuite donc de calculer les coordonnées. Le gisement de 501 vers 2, si je cherche à le tracer, il faut que je parte donc de ma station, du point 501, pardon. En ce point 501, je dessine mon Y ou mon nord local, et je vais tracer l'angle formé par, au point 501, la direction du nord vers la direction du point 2 partant de 501. On obtient bien l'angle qu'on retrouve ici sur le schéma, hein, du nord vers la direction 501,2. Alors maintenant, si je veux calculer les coordonnées de mon point 2, hein, on va cette fois-ci évidemment se retourner vers le fascicule de course 3.6. On va à la page des transformations de coordonnées de polaire en rectangulaire et on a bien un x2 et un y2 qui valent respectivement x 501 plus delta x, y 501 plus delta y, et mon delta x et mon delta y, on les a déjà vus auparavant, hein, ils valent bien dh sinus du gisement, dh cosinus du gisement. Maintenant, pour poursuivre efficacement vos révisions, la seule méthode efficace, c'est de prendre des sujets précédents ou de prendre les comptes rendus de TP, les comptes rendus d'APP, et puis de vous mettre au travail pour voir si tout seul vous arrivez à appliquer ces différentes notions pour répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à revisionner la vidéo en cas de besoin. Merci à tous pour votre attention.